On dit souvent que la réalité dépasse la fiction, et l'histoire d'aujourd'hui en est la preuve absolue. Si ce que je vais vous raconter était le scénario d'un film d'horreur, vous, spectateurs, vous décrocheriez probablement. Vous vous diriez « Non, c'est trop gros, l'auteur en fait trop pour nous faire peur. Ce n'est pas crédible. » Et pourtant, c'est arrivé. Si vous cherchez cette affaire en ligne, vous trouverez des dizaines de rapports de police, d'articles de presse et de blogs qui confirment chaque détail sortide. C'est l'un des cas les plus documentés et les plus étranges des annales criminelles. Généralement, quand on raconte cette histoire, on commence par la fin, par la résolution du mystère. Mais aujourd'hui, je vais faire différemment. Je vais vous plonger dans l'inconnu, exactement comme l'a vécu la famille Andrews. Je vais vous raconter l'étrange avant de vous révéler l'horrible vérité. Car cette histoire n'est que le prélude à un massacre encore plus grand. Fermez bien votre porte à clé, nous commençons. Avant de commencer, si vous aimez les histoires vraies, sombres et mystérieuses, abonnez-vous et activez la cloche. Préparez-vous, nous entrons dans la maison des Andrews. Nous sommes en 1986. Annie et Jessica Andrews sont deux sœurs adolescentes qui vivent un drame terrible, la mort brutale de leur mère, emportée par un cancer foudroyant. Du jour au lendemain, elles se retrouvent seules avec leur père, Brian. Brian est un homme bien, mais il est dépassé. Pour subvenir aux besoins de ses filles, il doit travailler 2 fois plus. La maison, autrefois pleine de vie, devient un lieu de silence et de solitude pour Annie et Jessica. Elles errent dans les couloirs vides, écrasées par le chagrin. Un soir, alors que Brian est encore au travail, le désespoir des filles les pousse à tenter l'impossible. Elles veulent un dernier contact, juste un signe. Elles descendent au sous-sol avec une planche Ouija. Elles ne savent pas vraiment comment s'y prendre, elles n'ont pas fait de recherche. C'est un acte de pure détresse émotionnelle. Elles posent des questions dans le vide. « Maman, es-tu là? Peux-tu nous faire un signe ?» Rien ne se passe. Pas de verre qui bouge, pas de voix d'outre-tombe. Mais après quelques heures, elles rangent la planche avec un sentiment étrange de soulagement. Elles ont pensé à leur mère intensément. D'une certaine manière, c'était une expérience libératrice. Cela leur a permis d'évacuer leur chagrin. Elles remontent se coucher, pensant que la soirée est finie. Mais la nuit ne fait que commencer. Alors qu'elles sont chacune dans leur chambre, le silence de la maison est brisé. Un bruit de tapotement, rythmique, sourd. Jessica se lève et rejoint Annie. « Tu entends ça? Ça vient des murs. » Au lieu d'avoir peur, leur première réaction est déchirante, l'espoir. Elles se disent « C'est maman, la séance a marché. » Elle essaie de communiquer. Elle commence à parler au mur. « Maman, est-ce que tu nous protèges ?» Le bruit continue comme une réponse. C'est effrayant, mais pour deux orphelines de mère, c'est aussi réconfortant. Quand Brian rentre enfin, les tapotements cessent. Les filles, excitées, lui racontent tout. Brian, lui, voit les choses différemment. Il voit deux adolescentes traumatisées qui inventent des histoires pour gérer leur deuil. Il refuse de croire aux fantômes. Il pense même à les envoyer voir un psychologue. « Allez dormir », leur dit-il. Il n'y a rien. Mais les jours suivants, le phénomène s'aggrave. Quand la maison est vide, les objets bougent. Des meubles sont déplacés. De l'argenterie change de place. Brian s'énerve. Il accuse ses filles de mettre en scène ces événements pour attirer l'attention. Les filles jurent que ce n'est pas elles. Elles se sentent de plus en plus isolées. Ce qui semblait être l'esprit bienveillant de leur mère commence à ressembler à quelque chose de malveillant. Quelque chose qui joue avec elles. Janvier 1987. Un soir, les tapotements reprennent, mais cette fois, ils viennent du sous-sol. Les filles, à bout de nerfs mais courageuses, descendent pour affronter ce fantôme. Le silence retombe dès qu'elles posent le pied en bas. Mais en se retournant pour remonter, leur lampe éclaire une inscription fraîche sur le mur, écrite en rouge « Je suis dans ton placard, viens me trouver ». La terreur est totale. Ce n'est plus un jeu, c'est une menace directe. Elle fuit chez les voisins. Quand Brian arrive, alerté par les voisins, il est furieux.
Il pense que ses filles ont perdu la tête et ont vandalisé leur propre maison. Quelques semaines passent. Le calme revient. Jusqu'à cette nuit fatidique. Brian travaille tard, encore. Les filles sont seules. Les bruits recommencent. Cette fois, ils viennent de la chambre d'Annie. Sur le mur de la chambre, une nouvelle inscription. « Je suis de retour ». Les filles s'enfuient à nouveau. Brian revient, décidé à en finir avec ce qu'il croit être une comédie. Il entre seul dans la maison pour fouiller chaque recoin et prouver qu'il n'y a personne. Il monte dans la chambre, il ouvre le placard. Et là, son sang se glace. Il n'y a pas de fantôme. Il y a un homme. Un homme vêtu de la robe de sa femme décédée, portant une perruque, le visage maquillé grossièrement et dans sa main, une hachette. L'homme fixe Brian. Brian est paralysé. L'intrus en profite, le bouscule et s'enfuit en courant à travers la maison. Brian tente de le poursuivre, mais l'homme à la hachette disparaît dans la nuit. La police fouille le quartier. Rien. L'homme s'est volatilisé. Traumatisé, Brian et ses filles quittent la maison pour vivre chez des proches. Ils ne reviennent que 2 semaines plus tard, pensant que l'intrus est parti. Mais alors qu'il gare la voiture dans l'allée, Brian lève les yeux vers le premier étage. Une lumière est allumée. Et à la fenêtre, il voit la silhouette de l'homme en robe qui le regarde. La police encercle la maison. Ils entrent en force. L'intérieur est dévasté. Des meubles renversés, des graffitis partout. Et détail glaçant, des dizaines de pièces de monnaie sont collées au plafond. C'est l'œuvre d'un fou. Mais la maison semble vide, jusqu'à ce qu'un policier déplace la machine à laver au sous-sol. Derrière la machine, une planche amovible cache un accès au vide sanitaire. Et c'est là qu'il découvre l'horreur. Un réseau de tunnels creusés dans l'isolation. Des trous percés dans les murs pour espionner chaque pièce, chaque chambre, la salle de bain. L'homme vivait dans les murs. Depuis des mois, il écoutait leurs conversations, il connaissait leur deuil et il s'en servait pour les terroriser. L'homme caché dans les murs s'appelait Daniel Laplante, un adolescent local, obsédé par Annie, avec qui il était sorti brièvement. La police l'arrête. On pense le cauchemar terminé. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit au début. Ceci n'était que le prélude. Le système judiciaire a commis une erreur fatale. En octobre 1987, la mère de Danny a payé sa caution de 10 000 $. Il n'a pas échappé à la police, on lui a ouvert la porte. Il a été relâché en attendant son procès. Libre. Et c'est pendant cette liberté conditionnelle qu'il a ciblé sa prochaine victime. Il s'introduit alors dans une autre maison, celle de la famille Gustafsson. Et cette fois, il ne se contente pas d'écrire sur les murs. Il commet l'irréparable, assassinant une famille entière. L'histoire de la famille Andrews est celle d'un miracle terrifiant. Ils ont vécu avec un monstre dans leurs murs et ils ont survécu. Imaginez un instant. Êtes-vous sûr d'être seul chez vous en ce moment? Avez-vous vérifié derrière la machine à laver? Si ce récit vous a glacé le sang, pulvérisez gentiment le bouton j'aime et abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez cette affaire. Dormez bien et vérifiez vos placards. À bientôt.